Chers amis de KTO, bonsoir. Je suis heureuse de vous partager quelques moments de notre deuxième séquence de l'Université de la vie organisée par Alliance Vita. Ce soir, nous allons parler de la vie sous conditions. La dignité est-elle une qualité inhérente à la condition de l'homme ou bien dépend-elle des circonstances? Pour en parler, nous aurons trois invités. D'abord, le docteur Olivier Trédan qui va nous parler de la mort et de la fin de vie. Ensuite, Caroline Roux reviendra sur la question des commencements et notamment de la grossesse. Et puis pour finir, Blanche Streb nous expliquera un peu les enjeux de l'eugénisme aujourd'hui. Voilà, très bonne soirée. La question est donc celle de la vie abrégée. Qu'est-ce qu'une vie abrégée? Est-ce un décès brutal, une fin de vie prématurée, une mort subite? Vous avez peut-être remarqué quand on annonce un décès dans un cercle familial ou dans les médias, une des premières questions qui vient est « mais de quoi est-il mort ?» Autrement dit, quelle est la maladie qui l'a terrassé? Un peu comme si finalement il s'agissait de l'échec de la médecine. Peut-être devrait-on répondre autrement. Non, il ne s'agit finalement que d'une mort naturelle, une fin de vie certes inattendue, trop prématurée, mais une mort naturelle. Qu'est-ce qu'une mort naturelle au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'une médecine si technique, si performante? Pour prendre l'exemple du cancer, donc je suis cancérologue, on a des nouvelles thérapies, des nouvelles molécules, des traitements qui permettent d'allonger de façon très importante la vie des patients. Un peu à l'instar d'un patient avec un diabète qui doit faire ses injections d'insuline tous les jours, un patient qui souffre d'un cancer peut bénéficier de nombreuses lignes de traitement avec des nouvelles molécules qui arrivent tous les jours. On parle souvent de chronicisation de la maladie. Cependant, cela nous est souvent reproché, à nous les médecins, de créer ces situations qui peuvent relever de l'obstination déraisonnable. On poursuit les traitements coûte que coûte. Et personnellement, je me pose souvent la question, quelle est la pertinence de la mise en route de cette nouvelle ligne de traitement? Vous savez, la énième ligne de chimiothérapie. En parallèle, pour certaines personnes atteintes de maladies incurables, surtout lorsqu'on est au stade dit terminal, vous savez, le stade terminal du cancer, la perspective de se voir diminuer, souffrant, peut apparaître comme insupportable. Insupportable dans le sens, je ne veux pas le subir pour moi-même et je ne veux pas le faire subir aux autres. Je vais être obligé de vivre comme ça, alité pendant une longue période dans cet univers médicalisé. Cela est intolérable. La perte d'autonomie, la dépendance entretiennent l'angoisse. L'isolement et le sentiment d'être un poids mort pour sa famille et pour la société. Je voudrais développer ces trois points ce soir. Les revendications d'autonomie, les revendications d'indépendance, et quelles réponses pouvons-nous apporter à ces questions-là? Ces trois enjeux qui me semblent importants autour de la fin de vie, qui soulèvent de nombreux débats depuis plusieurs années, ces trois enjeux m'apparaissent essentiels. Premièrement, le désir légitime d'autonomie. Autonomie au sens de faculté d'agir par soi-même. La grande revendication de notre société, être reconnu non pas seulement en tant que personne malade, mais comme un sujet de droit à part entière, sujet ayant les capacités de faire des choix de son propre chef. Le droit des malades à exercer un choix libre et informé. C'est un des fondements de notre loi. Les lois bioéthiques, dès juin 1999, donnent le droit pour le malade à refuser un traitement. Et ce n'est pas simple dans mon activité de tous les jours. Madame, monsieur, je vous propose cette nouvelle ligne de traitement, cette nouvelle molécule pour votre cancer. Et la réponse des patients peut être « non, je n'en veux pas ». Comment puis-je répondre au désir légitime d'autonomie de mes patients, aux choix qu'ils font pour eux-mêmes, parfois même au détriment de la durée même de leur vie? Autrement dit, comment puis-je consentir à cette vie abrégée? Alors tout d'abord, je vous rappelle que le médecin est tenu de tout mettre en œuvre
pour convaincre la personne malade d'accepter un soin indispensable. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais d'un autre côté, je ne suis pas censé entreprendre un traitement considéré comme une obstination déraisonnable, c'est-à-dire un traitement jugé inutile, disproportionné, et qui n'a d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. C'est aussi ce que dit la loi, la fameuse loi dite Leonetti. Il faut donc maintenir un équilibre subtil entre un accompagnement médical bienveillant et une attitude ajustée envers ces personnes en fin de vie pour pas qu'elles éprouvent ce sentiment de soumission par rapport aux médecins. Un des changements importants qui est en train de s'opérer dans la prise en charge des patients avec le cancer, c'est la mise en place précoce des soins palliatifs, ce qu'on appelle parfois les soins de support. On est capable de mettre en parallèle une chimiothérapie et des soins globaux pour que la patiente puisse supporter cette maladie grave, parfois jugée intolérable. L'idée n'est évidemment pas de mettre les patients face au fait qu'ils sont en train de mourir. Il s'agit de prendre soin des patients de façon globale, de pallier à tous les symptômes de la maladie dès le début de cette maladie. Quel meilleur accompagnement que de prendre le temps d'écouter, de considérer cette personne comme autonome. Vous le savez, avec la maladie, les capacités intellectuelles sont parfois altérées, le jugement est parfois faussé. Soit nous pratiquons une médecine sans âme, et nous n'écoutons pas les désirs des patients, soit nous prenons le temps d'accorder de l'importance à l'expression de la volonté réelle des patients. Attention, toutes les demandes n'appellent pas forcément une réponse immédiate. Mais il faut essayer de tendre vers une pratique des soins qui englobe toutes les supplications. Lutter contre la maladie et la souffrance, et en même temps, essayer de laisser le patient acteur de sa propre prise en charge. Il ne s'agit pas tant de responsabiliser les patients, mais plutôt de les aider à identifier leurs propres besoins et à trouver les ressources internes pour s'adapter à leurs nouvelles conditions de malade. Ainsi, le soin reste un et unique. On ne va pas dissocier le soin actif du soin palliatif. On va essayer de donner la capacité au patient de prendre part à ces soins pour unifier sa personne. Je prends en compte les angoisses du patient face à sa maladie et j'aide cette personne à mobiliser ses propres ressources pour lutter contre cette maladie. Deuxième enjeu qui me paraît très important, l'acceptation de la dépendance. La difficile acceptation de la dépendance au sens de ne plus pouvoir accomplir seul les actes élémentaires de la vie quotidienne. C'est souvent le souvenir de la souffrance et surtout de la dépendance de proches en fin de vie qui nourrit l'idée qu'une fin de vie est insupportable de façon inéluctable. Dans notre société, progressivement, la vie des personnes qui ne produisent plus et qui coûtent de plus en plus cher est un réel problème. On parle souvent de personnes dépendantes, de personnes assistées. Et pour certains, cela est intolérable. L'autonomie dont je viens de parler serait une valeur tellement importante qu'il faudrait que nous assumions seuls, pleinement, entièrement, pendant toute la durée de notre vie, cette autonomie. Est-ce bien crédible ? Vous connaissez tous des personnes en état de grande dépendance. La dépendance, c'est aussi la transformation des liens familiaux. Des enfants qui doivent endosser le rôle de parents pour leurs propres parents. La réponse de la société à ces états de grande dépendance, c'est l'institutionnalisation. La prise en charge de ces personnes dépendantes dans des structures de soins de long séjour. Dans beaucoup de situations douloureuses, l'hospitalisation définitive est et reste la seule réponse raisonnable et acceptable. Cependant, il faut nous interroger. Qu'est-ce que cela implique ? Parfois, des visites des proches, des familles qui deviennent compliquées, qui se font de plus en plus rares. Et parfois, c'est une véritable mise à l'écart de la société qui s'opère. Ce que certains appellent la mort sociale. Comment ne pas comprendre l'angoisse de ces personnes vulnérables, dépendantes, face à cette exclusion de fait ?
En 2017, l'association les Petits Frères des Pauvres a publié une étude de l'Institut CSA sur l'isolement des personnes âgées. 300 000 Français de plus de 60 ans ont été jugés en situation de mort sociale. Ces personnes ne rencontrent pratiquement jamais ou très rarement d'autres personnes, que ce soit dans leurs cercles familiaux ou dans les cercles sociaux. Néanmoins, un point très positif de cette étude, un tiers des personnes de plus de 80 ans voient un de leurs enfants au moins une fois par semaine. L'idée est donc de maintenir autant que possible une certaine autonomie, un certain degré d'autonomie malgré la dépendance. Acceptons premièrement que nous avons tous été dépendants, à commencer dans nos premières années de vie. Avec l'âge, avec la maladie, finalement nous redevenons dépendants. Lorsque les gestes de la vie de tous les jours, se laver, s'habiller, manger, deviennent de plus en plus compliqués sans l'aide de professionnels ou de proches, des choix politiques peuvent permettre d'aider ces personnes en fin de vie. Ainsi, je pense que le maintien d'une certaine autonomie est possible, parce que ce sont des relations interpersonnelles, des échanges entre les personnes en fin de vie et leur entourage qui permettent d'édifier l'homme. Tout homme est fait pour croître. Mais l'acceptation de la décroissance, de la vulnérabilité est aussi un chemin qu'il nous faut valoriser. Autrement dit, la vie de ces personnes dépendantes et vulnérables a tout autant de valeur que ma propre vie. Troisièmement, il faut susciter la confiance. Je parlais tout à l'heure de mort naturelle. Aujourd'hui, c'est aux SAMU, aux pompiers, aux urgentistes de réinventer les rituels autour de la fin de vie. Plusieurs milliers de personnes en provenance d'EHPAD décèdent chaque année dans les heures qui suivent leur admission à l'hôpital. Est-ce une fin de vie naturelle ? N'est-ce pas dramatique de finir sa vie brutalement dans un environnement inconnu, dans une salle d'urgence, parfois accompagné de personnel certes de bonne volonté, mais souvent mal préparé ? Comment prendre en compte au mieux les souhaits des malades et de leur entourage afin de réagir de façon plus adaptée à ces situations critiques. Et c'est à mon sens le paradoxe des directives anticipées. La loi nous propose de décider par anticipation et pour soi-même, au cas où nous ne sommes plus en mesure de le faire, comment devrait se passer sa propre fin de vie. Il aura fallu un dispositif spécial, un document rédigé par avance pour être sûr que les décisions des malades vont bien être respectées. Les directives anticipées, à mon sens, laissent transparaître la défiance de certains malades envers les soignants. Il faut absolument rétablir la confiance soignant-soigné. Il existe généralement une ambivalence chez les patients en fin de vie et également chez leurs proches, une tension entre le désir de vivre et le renoncement légitime devant une autonomie contrariée et une difficile acceptation de la perte d'autonomie que je viens de décrire. C'est une tension entre un souhait de non-abandon et le risque d'excès de médicalisation. Et donc il faut privilégier les gestes d'apaisement, les moments de convivialité, les espaces de loisirs. Toutes les formes de thérapie trouvent ici leur place. Art-thérapie, musicothérapie, etc. Cela permet aux personnes de se projeter dans l'avenir, même si celui-ci est incertain. Et c'est justement parce que la date exacte de la fin de cette vie n'est pas fixée que le temps qui reste à vivre est si riche. C'est une période propice à la sincérité, au merci, au pardon, essentielle à la transmission pour les générations suivantes. Faire des projets en confiance ranime l'espoir. Et vous le savez, l'espoir fait vivre. Ici, il ne s'agit pas tant de l'espoir de guérir, mais de l'espoir de toujours être considéré comme une personne à part entière. Il faut donc privilégier les interactions, les rencontres entre les personnes malades et tous leurs proches. Il faut, autant que faire se peut, limiter les traitements qui endorment artificiellement. Et à mon sens, la sédation profonde ne doit être administrée qu'en dernier recours.
dans le seul but d'apaiser les souffrances réfractaires dans les tout derniers moments. En conclusion, la tentation de notre société est de vouloir donner à chacun le droit à devenir le maître de sa propre mort. Alors posons-nous la question, quelle vision ai-je de ma propre vie ? Mon autonomie va-t-elle être respectée ? Accepterai-je mon état de dépendance ? Nous le savons bien, affaiblis par la maladie, nous ne sommes ni parfaitement autonomes, ni parfaitement indépendants. Et heureusement qu'il y a des soignants pour nous entourer et pour nous accompagner. Même si la médecine hésite parfois à lâcher prise, de plus en plus, les soignants privilégient l'accompagnement. Favorisons cela, afin qu'une fin de vie abrégée ne soit plus considérée comme un échec de la médecine, mais comme un accomplissement, un signe tangible du rôle essentiel du lien que la famille humaine doit s'attacher à tisser et à entretenir. Je vous remercie. Alors, bonsoir à tous. Réussir son bébé, drôle de question que nous nous posons ce soir. Ce titre un peu provocateur nous invite à nous interroger sur les conditionnements actuels qui se sont dessinés autour de la grossesse. Les articles sont nombreux sur la manière de réussir sa grossesse, tel cet article sur un site des pouvoirs publics, Santé publique France. Vous avez un projet de bébé, point d'interrogation. Pensez dès maintenant à la vitamine B9, avec à l'appui les régimes alimentaires à suivre. Alors bien sûr, ce n'est pas mauvais en soi, au contraire, mais ça peut inquiéter certaines femmes qui ne les suivent pas tout à la lettre. D'autre part, les découvertes en psychologie, en épigénétique, sur les interactions entre la mère et l'enfant et leur environnement, nous en avons parlé la semaine dernière, ont montré combien déjà in utero, l'enfant ressentait beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des découvertes qui sont majeures. Pour autant, le risque serait de contraindre exagérément les femmes, car tout n'est pas écrit, bien sûr, dès la grossesse pour l'enfant à naître. De la prévention, on tend à glisser vers des formes d'injonction qui peuvent culpabiliser les femmes. Et c'est tout un climat ambiant actuel qui peut décentrer de l'accueil inconditionnel de l'enfant, comme en témoignent d'ailleurs des femmes dans notre service d'écoute SOS Bébé. Certaines femmes témoignent se posent la question de poursuivre une grossesse, soit qu'elles craignent que l'enfant qu'elles portent pâtisse d'excès qu'elles ont pu avoir avant qu'elles sachent qu'elles étaient enceintes, drogue, alcool, cigarettes, ou encore que le fœtus ressente leurs hésitations à l'annonce d'une grossesse, les conflits avec le père, avec l'entourage, et que le bébé en soit marqué à vie dans son psychisme. D'où une nécessité d'équilibrer les propos et surtout pour les femmes de faire la part des choses, même si ce n'est pas toujours facile. En positif, la médicalisation de la grossesse et puis de l'accouchement et tout ce qui concerne la périnatalité ont permis de faire baisser drastiquement la mortalité maternelle et infantile. Et ça, c'est un magnifique progrès auquel, d'ailleurs, certains d'entre nous doivent la vie aujourd'hui. Au niveau médical, 7 consultations prénatales sont obligatoires en France entre le 3e et le 9e mois et à chaque stade, des outils de diagnostic prénatal ou de dépistage sont proposés. D'abord, les tests sanguins sur la mère pour déterminer le rhésus et les incompatibilités potentielles, mais aussi les risques de contamination de maladies infectieuses au fœtus. Ainsi, le contrôle de l'immunité contre la rubéole, contre la toxoplasmose sont obligatoires. D'autres sont proposés, comme le VIH ou l'hépatite B. Il y a aussi les tests marqueurs sériques pour dépister la trisomie. Donc, depuis 2011, ils sont systématiquement proposés aux femmes enceintes. Et puis enfin, l'échographie. 3 échographies sont obligatoires durant la grossesse pour étudier la morphologie du fœtus, son évolution, sa taille, sa position.
Si des risques sont évalués, d'autres examens plus invasifs vont être proposés. Le plus connu, c'est l'amyosynthèse par prélèvement de liquide amniotique, qui va consister à analyser les caractéristiques chromosomiques et génétiques du fœtus. Alors, cet examen n'est pas sans risque, puisqu'il présente des risques de fausse couche de 0,5 à 1%. En matière de dépistage, toutes les grossesses sont contrôlées par échographie, 85% d'entre elles par ces tests qui évaluent le risque de la trisomie. La question est de savoir quel est l'objectif de ces contrôles. Je mets à part le cas de danger vital pour la mère, qui dans de rares cas nécessite, ou en tout cas de se poser la question de poursuivre une grossesse ou de ne pas la poursuivre. Mais de manière générale, et ça comme dans beaucoup d'autres pays, la médecine est aujourd'hui dans une tension forte concernant le regard sur l'enfant à naître, entre le soin à apporter aux petits patients, la prise en charge éventuelle in utero ou après la naissance, et puis la proposition d'avortement en cas de handicap. En France, depuis la loi de 1975, l'avortement est possible sans délai, sans limite, si l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité et incurable. Autant de notions floues, comme celle de l'incurabilité, qui peut évoluer d'abord avec l'évolution de la science qu'on connaît actuellement. En 2016, ce sont les chiffres les plus récents, 7045 interruptions médicales de grossesse, donc IMG, ont été pratiquées pour des indications sur le fœtus, dont un tiers pour des anomalies chromosomiques. Seuls 684 enfants sont nés avec une pathologie qui aurait pu faire autoriser l'interruption médicale de grossesse. Donc, toutes ces dispositions en matière de diagnostic prénatal ont été encadrées plus précisément par la loi de bioéthique. En fait, on constate que le diagnostic prénatal, assorti d'une proposition d'avortement dit médical, s'est imposé progressivement comme une bonne pratique médicale. La trisomie est devenue emblématique dans notre pays. La France a le record mondial de son dépistage. Résultat, 96% des diagnostics de trisomie conduisent à une interruption médicale de grossesse. Alors, ces pourcentages sont moins élevés en général dans les autres pays, avec moins de pression sur le dépistage. Plusieurs centaines de pathologies moins fréquentes sont aussi analysées et peuvent conduire à des avortements. Et la pression risque de s'accroître dans les prochaines années. En effet, par décret, l'État français vient de décider de rembourser un test nouveau, plus précoce pour la trisomie, parce qu'on a découvert que des cellules des fœtus étaient présentes dans le sang de la mère. Et ce diagnostic non invasif, donc DPNI, consiste en fait par une simple prise de sang de la mère de pouvoir analyser les caractéristiques chromosomiques et génétiques du fœtus. Or, ces tests peuvent se faire dans les délais de l'avortement, c'est-à-dire jusqu'à 12 semaines de grossesse, et pourraient échapper à toute évaluation, autorisation en vue d'un avortement dit médical. Le rapport parlementaire d'information sur la loi de bioéthique, dont a parlé Priscille au début de cette soirée, préconise d'aller plus loin et d'encadrer l'extension de ce DPNI à des maladies génétiques, sachant qu'un gène défectueux ne va pas toujours s'exprimer. Donc ça demanderait vraiment d'être très prudent sur l'analyse et sur la réalité de la survenue d'une anomalie. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la pratique actuelle du dépistage prénatal rend un grand nombre de grossesses anxiogènes. Et d'ailleurs que la pathologie soit confirmée ou pas. Dans ces moments-là, les couples sont confrontés à des questionnements auxquels ils ne sont pas préparés, souvent avec un stade de la grossesse avancé, avec des difficultés à comprendre les conséquences pour la mère, pour le bébé, si un diagnostic plus précis est posé. D'autant que certains diagnostics sont posés sans que ni la médecine ni les parents soient en capacité d'agir avant la naissance. Et c'est d'une grande violence, évidemment, pour les parents qui se sentent si impuissants. Et dans ces cas, la proposition d'avortement médical est vécue dans une sorte de fatalité douloureuse, pas tant comme un choix, mais comme une proposition médicale.
Et on constate la forte influence de la parole médicale et combien elle peut affaiblir, dans ces cas, la conscience, voire la compréhension de l'acte qui va être posé. Peut-on parler d'une volonté de réussir sa grossesse et son bébé, pardon, de réussir aussi son bébé? À ce stade, la question ne se pose pas consciemment de cette manière-là. Les parents veulent le meilleur pour leur bébé. Et c'est plutôt, est-ce que nous allons pouvoir faire face? Est-ce que ce bébé va être heureux? Est-ce qu'il va être malheureux? Quel va être le regard de la société sur lui, sur nous? Avec à la clé des conflits souvent au sein du couple, chacun ayant besoin d'avancer à son rythme, car ces annonces touchent à des ressorts profonds. Le bébé que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, est tout d'un coup réduit à son handicap. Et ça demande du temps pour dépasser ces ressentis douloureux, par voie ces rejets quasi instinctifs. Et souvent, ce temps n'est pas là, parce qu'il y a de la pression pour éviter des avortements trop tardifs qui sont plus complexes. Et ça pèse très lourd sur les parents. Dans ce contexte, nous sommes témoins de souffrances post-avortement qui sont souvent très douloureuses. La question du sens de ces diagnostics se pose crucialement avec le diagnostic préimplantatoire, ou DPI. C'est une pratique qui est autorisée en France depuis 1994, depuis les premières lois de bioéthique, pour éviter la transmission de maladies génétiques héréditaires. Elle consiste à concevoir des embryons par fécondation in vitro, à prélever une cellule des embryons pour les analyser, puis de détruire les embryons susceptibles d'être porteurs du gène héréditaire et ne réimplanter chez la mère que les embryons non porteurs. Je dois dire que nous sommes là devant une grande impasse face à des familles extrêmement éprouvées par la maladie et la grande tentation de cette proposition présentée comme médicale. Alors, c'est une pratique qui a été à source de grandes polémiques au moment du Téléthon, il y a quelques années, qui avait présenté des enfants indemnes de la myopathie, mais en fait qui n'avaient pas été soignés, mais sélectionnés par DPI. Alors, le DPI a été limité aux maladies héréditaires pour éviter les risques d'eugénisme, pourtant déjà bien présents dans cette pratique. Aujourd'hui, le rapport parlementaire de la bioéthique recommande qu'à chaque DPI, en plus, on dépiste la trisomie 21, pourtant qui n'est pas héréditaire. Et en plus, il préconise de le généraliser hors maladie héréditaire en proposant un dépistage à tous les couples qui le souhaitent pour étudier leurs caractéristiques génétiques de chacun des conjoints et de procéder à un DPI s'il y a un risque et pour s'assurer que l'enfant sera indemne de tout handicap. En réalité, nous connaissons un effet d'emballement et il est clair que l'offre technique crée la demande. Nous sommes dans une situation d'engrenage qui s'auto-alimente. Personne ne l'a vraiment décidé, mais ça fragilise la société tout entière sur la considération du handicap et de son acceptabilité. D'un côté, on a un corps médical qui se sent comme redevable de dépister les anomalies en améliorant toujours plus les techniques. Et du coup, de l'autre côté, des parents qui attendent beaucoup de la médecine pour soigner et pour éviter les handicaps et les maladies. Et les effets de la judiciarisation pèsent sur les climats actuels. On se rappelle la bataille Perruche, de l'affaire Perruche en France dans les années 2000, où des parents ont demandé des comptes à un médecin du fait d'avoir fait naître leur enfant handicapé plutôt que de l'avoir avorté. Alors, des parents courageux d'enfants handicapés, très blessés par cette approche, ont obtenu que soit inscrit au contraire dans la loi que ce n'était pas un préjudice de naître handicapé. Mais cependant, il peut toujours y avoir des attaques de médecins pour préjudice moral si on ne leur a pas présenté aux parents un diagnostic ou le diagnostic a été mal apprécié. Pourtant, grâce au diagnostic anténatal, des soins sont possibles. Plus de 10 000 enfants sont pris en charge chaque année à la naissance. In utero également, des opérations délicates et encore rares sont possibles. Cependant, certains médecins remarquent et déplorent que des interruptions médicales de grossesse surviennent alors que des interventions auraient été possibles in utero ou à la naissance. En conclusion, est-ce la recherche du bébé zéro défaut ou du bébé parfait?
On sait combien des parents peuvent prendre soin de leur enfant hein, quand le handicap survient accidentellement ou quand il est découvert à la naissance. Donc il ne s'agit pas de taire la souffrance qui est à l'origine de ces pratiques, ni de juger les parents hein, qui sont pris dans un système auquel il est devenu difficile de résister. Mais c'est un fantasme de croire que des décisions individuelles, d'autant plus qu'elles sont légales et en plus présentées comme médicales, n'affectent pas la société tout entière sur le regard posé sur les personnes handicapées. Au fond, c'est dessiner une culture à laquelle finalement beaucoup finissent par se conformer. Et aujourd'hui, ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui prennent la parole pour dire leur souffrance et leur devoir remis en cause la légitimité de leur propre vie. Et d'ailleurs, certaines ont rejoint Vita pour faire entendre leur voix. À ce stade, toute politique de soutien aux personnes handicapées ou de recherche médicale ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les tentations d'eugénisme, de sélection qui traversent notre société. Et cela doit nous motiver personnellement, socialement, politiquement, à nous engager pour que la fragilité ne soit pas synonyme d'exclusion, mais bien de progrès dans le soin, de solidarité et de fraternité. Merci. Chers amis, projetons-nous ensemble dans un futur peut-être pas si lointain et demandons-nous si ce soir nous serions là. Peut-être pas. Peut-être que notre ADN aurait été estampillé non conforme. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, comme pour tant d'autres aujourd'hui, les biotechnologies ne nous auraient pas accordé le droit de poursuivre notre vie au-delà de l'éprouvette et du tri. Bienvenue dans cette réflexion qu'exige aujourd'hui de nous la menace de l'eugénisme contemporain. L'eugénisme, c'est tout simplement ces méthodes, ces pratiques qui visent à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. L'eugénisme, il est interdit dans notre code civil, mais en fait, c'est un grand principe qui aujourd'hui est vraiment en souffrance parce qu'il s'invente un nouvel eugénisme largement induit par la technique elle-même. Et nos sociétés s'y acclimatent dangereusement, si bien qu'il devient consensuel, démocratique, libéral. C'est au fond une sorte de toboggan sur lequel nous glissons. Alors gardons-nous de toujours juger les situations singulières, parfois éminemment douloureuses, mais je crois qu'il est légitime, et nous avons même cette responsabilité de réfléchir à la portée collective et à la mentalité que cela induit et aussi que cela implique. C'est vraiment un défi immense de notre monde moderne. Il touche au plus intime, à l'avenir de notre commune humanité. L'offensive de ce nouvel eugénisme, il se déroule aujourd'hui dans l'infiniment petit, dans l'embryon humain et dans l'ADN. Et je relèverai 3 fronts à cette nouvelle bataille. Le premier front, c'est l'extension du tri des embryons. On peut aujourd'hui, quand un embryon est fécondé in vitro, prélever une cellule, séquencer son ADN avec d'ailleurs des techniques qui sont de moins en moins chères. Et ensuite, procéder à un tri, les jeter, les congeler ou alors les implanter dans un utérus. C'est ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire, le DPI. Et il y a de fortes pressions qui sont menées aujourd'hui pour étendre de plus en plus ce diagnostic préimplantatoire, et certains espèrent profiter de la révision des lois bioéthiques pour bouleverser son encadrement qui aujourd'hui est très limité. En fait, bouleverser cet encadrement pour l'étendre à de plus en plus d'embryons et également pour faire passer toute une batterie de tests à ces embryons. Un glissement vers un DPI pour tous et un DPI pour tout. D'abord, ces tests traquent les maladies très graves, et puis ensuite les maladies moins graves, et puis les maladies
pas grave, jusque maintenant, jusqu'aux prédispositions. Ce sont ces gènes en fait qui peuvent favoriser l'émergence d'une maladie sans pour autant que la survenue soit inéluctable. Cette vision, est-ce que c'est une victoire contre la maladie ou est-ce que ce n'est pas plutôt une victoire de la sélection? Et allons encore un peu plus loin. Il y a des cliniques privées à l'étranger qui aujourd'hui vendent ces techniques à des couples qui ne sont même pas infertiles et qui choisissent de subir ces traitements qui sont lourds de fécondation in vitro et de tri des embryons pour sélectionner les embryons en fonction, par exemple, de leur sexe ou parfois même pour des critères esthétiques comme la couleur des yeux. C'est 1 million d'embryons aujourd'hui qui sont analysés chaque année dans le monde et ce chiffre est en augmentation de 6% par an. C'est un marché qui se monte, qui est estimé à 123 millions d'euros. Le deuxième front se passe avant même la conception, dans ce qu'on appelle le diagnostic préconceptionnel. C'est cette idée qu'en amont d'un projet d'enfant, il faudrait que les parents eux-mêmes se fassent contrôler leur ADN pour évaluer leur compatibilité ou les éventuels facteurs de risque. Et là aussi, il y a actuellement des pressions politiques pour son extension, pour qu'il soit proposé à tous et qu'il soit aussi pris en charge. La pression et l'anxiété vont peser encore plus sur les couples, mais aussi sur les soignants, et cela risque de stigmatiser ceux qui n'y auraient pas recours. Cette mentalité qui s'instaure, est-ce qu'elle ne risque pas d'entraîner des atteintes à la vie privée dans la mesure où elle s'invite au plus intime de l'union d'un couple? Est-ce que nous allons vers un permis de faire ses bébés? Comment réagir si un bébé qui n'est pas parfait se présente dans un couple pourtant considéré, validé comme apte à se reproduire? Et comment gérer aussi une incompatibilité potentielle dans le couple? Alors pour cette question-là, la réponse elle nous vient des États-Unis. Il y a des sociétés de séquençage ADN qui se sont associées avec des banques de gamètes et avec des agences de mères porteuses pour faire mouliner des algorithmes et proposer à leurs clients de choisir le meilleur donneur pour le meilleur appariement possible pour réaliser au mieux ce projet de bébé. Cela revient à ne même plus faire son bébé avec une personne, mais avec personne. Il serait irresponsable de laisser croire que sélectionner les embryons sera une assurance zéro pépin. Cette illusion, elle peut être source d'immenses désillusions, parce que ça n'empêchera ni les accidents, ni les maladies, malheureusement. Sur ces deux premiers fronts, il y a d'immenses dépenses publiques qui seraient nécessaires. Et là-dessus, le comité d'éthique, le CCNE, dans les recommandations qu'il a données pour la révision des lois de bioéthique, il nous propose de mettre en balance ces immenses dépenses avec les économies qu'on ferait en évitant certaines vies qui nécessiteraient des prises en charge. Au fond, le message est le suivant. Même si l'immense majorité des personnes naissent en bonne santé, dépensons des sommes folles en contrôle et en tests pour s'épargner d'avoir à soutenir certaines vies. L'élimination de certains est considérée comme profitable. Cette vision, elle n'est évidemment pas neutre. Elle impacte notre culture, notre mentalité, elle modifie notre regard collectif sur la fragilité, elle crée aussi des normes et de nouvelles formes de discrimination. Le troisième front, il est aujourd'hui techniquement possible d'intervenir sur l'embryon humain et sur les gamètes, ce qui ouvre la perspective de transformer au fond l'être humain dès son commencement. L'onde des chocs des jumelles génétiquement modifiées en Chine il y a un mois atteste que cette utopie est désormais à l'œuvre. De cette utopie d'améliorer l'humain, il y a des travaux qui sont menés sur le lien entre génétique et quotient intellectuel, le QI, pour imaginer sélectionner ou booster les embryons en fonction de cette note. Mais le QI, c'est au mieux une information sur la puissance du moteur, mais ça n'apprend évidemment pas à conduire. Les idéologies qui prétendent augmenter l'être humain, en réalité, elles ont une vision bigrement réduite de ce qu'est l'être humain.
Est-ce qu'on se rend compte que ces prétendues normes sociales, ces stéréotypes génétiques s'appliquent désormais à sélectionner carrément les individus? Alors que faire pour progresser vers plus de justice et de solidarité? De quoi avons-nous besoin? De quoi notre solidarité a besoin? Peut-être réapprendre d'abord à accueillir l'imprévisible et à ne pas croire que la technique serait un passage obligé pour donner la vie, parce que maîtrise et méprise ne sont jamais très éloignés. Réapprendre aussi la confiance dans la vie, dans la capacité de la vie à jaillir aussi dans nos failles. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et puis nous recevoir aussi nous recevoir chacun pour ce qu'on est, qui s'écrit qu'il faut entendre NAIT, mais aussi EST. Et accueillir et accompagner la fragilité qui ne manque jamais d'arriver au cœur de chacune de nos vies. En fait, gardons en tête que l'homme ne se résume pas à un code génétique, que la dignité de l'homme ne s'évalue pas par ses seules capacités biologiques et que notre sort n'est pas scellé dans nos gènes. En fait, notre ADN, il résonne avec notre vie, qui se charge d'y ajouter des dièses, des bémols dans une mystérieuse interprétation de l'épigénétique. Notre partition d'ADN, elle résonne avec le monde qui nous entoure, avec notre petit monde, avec les événements qui nous arrivent, nos épreuves, nos peines, nos joies, et puis tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, et puis tout ce qu'on boit. Et en fait, c'est précisément ça, la vulnérabilité, c'est cette malléabilité du vivant. C'est cette permanente et extraordinaire interaction entre la vie et la biologie. C'est pour ça qu'on évolue, qu'on s'adapte, qu'on survit, en fait, qu'on vit tout simplement. Notre vie modifie notre biologie, peut-être autant que notre biologie modifie notre vie. Folie alors que de mettre la vie sous condition à cause de notre commune vulnérabilité, quand la vulnérabilité est en fait la condition même de la vie. Je crois que le monde se construit avec des forts et des fragiles, l'un pouvant devenir l'autre à tout instant, mais l'un aussi étant l'autre à tout instant. Et demandons-nous combien de cabossés ou combien de personnes qui ont eu la vie malheureusement fauchée bien trop tôt ont marqué durablement de leur empreinte l'histoire du monde. Du plus grand génie au plus grand artiste dont la mémoire traverse toutes les époques, et je suis sûre que des visages vous viennent à l'esprit et au cœur, mais aussi jusqu'au plus petit anonyme, discret, combien d'imparfaits ont fait progresser l'humanité, notre humanité. Heureusement que personne n'est venu couper leur destin génétique. Alors pour tous les imparfaits que nous sommes, et tous les imparfaits aussi de demain qui embelliront notre monde, ne laissons pas la technique, l'économie ou la politique donner ou retirer un droit à la vie, à juger quelle vie vaut ou ne vaudrait pas la peine d'être vécue. La fraternité de demain, elle s'écrit avec les décisions d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette soirée avec nous. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour aborder le thème de la vie accueillie, où nous parlerons en particulier de la famille durable. À bientôt.